Mama Noel. Mama Noel. Mama Noel. Mama Noel. De Vox Live dans cette édition spéciale consacrée au franc CFA une nouvelle fois, et le thème d'aujourd'hui porte sur la guerre économique en zone franc. En compagnie de nos panélistes, nous avons dressé le décor de ce qu'on a appelé ici dans ce programme et que nous assumons clairement, la guerre économique en zone franc. Nous sommes toujours en compagnie de Babi Sakana, ingénieur financier, Maurice Simodium, chercheur en intelligence économique, et Bidou Nissak, qui est un activiste contre le franc CFA justement, qu'on a sur ce plateau. On a parlé des enjeux, on a parlé du déroulement de cette guerre, on a parlé des protagonistes. Il est question, messieurs, que maintenant vous nous aidiez à comprendre quels peuvent être les potentiels scénarios de la fin de cette guerre, comment elle va s'achever, en faveur de qui et comment. Je vous souviens d'abord que nous commencions cette deuxième partie d'émission en allant dans ce reportage de Violeta Massoussi suivre une brèche qui a été ouverte tout à l'heure par le docteur Simodium qui parlait du temps qui joue en défaveur de la France, et dans ce reportage on constatera justement que dans le camp français il y a quelques fissures qui commencent à lézarder ce grand mur. Le reportage est signé Violeta Massoussi. Voilà plus de 60 ans qu'une dizaine de pays africains utilisent le franc CFA, une monnaie dont l'Afrique n'a pas la totale maîtrise. Le franc des colonies françaises d'Afrique a été longtemps critiqué par certains Africains. Aujourd'hui, même dans le camp français, les idées sont mitigées. Le président français sortant, François Hollande, a déclaré dans une sortie officielle que son pays reste ouvert à toutes les propositions des États membres de la zone franc relativement à l'avenir du franc CFA. Un avis loin d'être partagé par l'ambassadeur de France au Sénégal. Et au moment où le débat sur le maintien ou non du franc fait rage, cette guerre économique de la zone franc ne fait pas changer d'avis Christophe Bijot. Le diplomate français se veut clair d'après lui, la France ne va pas se désengager du franc CFA. Cette monnaie est un gage de stabilité pour la zone franc, qui regroupe 14 pays. En effet, selon l'ambassadeur de France au Sénégal, le franc CFA est un instrument avec plusieurs avantages pour la stabilité, facilitant les échanges et garantissant les investissements. Un autre qui partage cette idéologie est l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Ce dernier est ferme sur ses idées. Cette guerre économique devrait toujours profiter à son pays. La France ne peut pas permettre que ses anciennes colonies créent leur propre monnaie pour avoir le contrôle total sur leur banque centrale. Si cela se produit, ce sera une catastrophe pour le trésor public qui pourra entraîner la France au rang de 20e puissance économique mondiale. Pas question de laisser les colonies françaises d'Afrique avoir leur propre monnaie. La France est certes à la base de cette monnaie, mais l'une des rares politiciennes et influentes reste convaincue que chaque État devrait maîtriser sa monnaie. La présidente du Front National, Marine Le Pen, n'est pas loin de partager l'idée de François Hollande. 95% des pays du monde ont leur monnaie et ils sont pas seuls. Je rentre du Tchad. J'ai eu une grande conversation avec le président du Tchad. Le président du Tchad, il est pour la souveraineté du Tchad. Et moi, je le comprends parfaitement. Eh bien, il veut avoir sa monnaie. Il ne veut plus du franc CFA. Il veut sa propre monnaie parce que lui, il sait, comme beaucoup de pays africains, que la monnaie, eh bien, c'est un élément essentiel de la souveraineté. Une réelle confirmation que même dans le camp français, le franc CFA est un lourd handicap à l'économie africaine. Le franc CFA semble donc de l'avis d'un certain nombre de personnalités françaises et pas des moindres, parmi lesquelles certains anciens chefs d'État, un handicap au développement de l'économie africaine. À ces voies-là, qui peuvent être considérées comme des lézardes sur ce mur français que j'évoquais tout à l'heure, il faut ajouter le concerto des chefs d'État africains. Maurice Simodium a évoqué tout à l'heure le président Déby du Tchad, mais au président Déby, on peut pas ajouter le président Macky Sall du Sénégal, Condé, le président Alpha Condé, l'actuel président, le président Ali Bongo, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Babi Sakana, ça commence à faire beaucoup. Oui, en fait, la question devient de plus en plus pressante. Et en fait,
vous savez que l'Afrique, on a parlé d'un mouvement de renaissance. Oui. Avec ce qu'on venait de produire tout récemment, le plan à 50 ans. Ça, ce n'était pas envisageable. C'est-à-dire, les Africains parlaient de prospective, vous voyez, à très long terme. Même en Europe, on n'a pas fait un plan à 50 ans. Donc l'Union africaine, malgré ses insuffisances et ses faiblesses, a pu mettre sur la table un document qui nous met à 2063. Ouais, l'agenda 2063. Et au cœur de cet agenda, il y a les projets phares. Parmi ces projets, vous avez les projets pour créer l'infrastructure monétaire et financière de l'Afrique. C'est-à-dire qui comporte la BAD qui est déjà là, la Banque d'investissement, siège à Tripoli, la Banque centrale africaine, siège à Abuja, le Fonds monétaire africain, siège à Yaoundé, et vous avez la Banque d'impôt-export qui est au Caire. Donc, et la bourse de valeurs mobilières panafricaine. C'est un des programmes qui figure dans cet agenda. Et l'association des banques centrales africaines, c'est-à-dire qui compte 42 membres, dont 39 banques centrales autres que BEAC, BCAO et la Banque de Comores. Vous voyez que nous avons en Afrique, c'est-à-dire une base dans ce domaine et dans le domaine financier qui normalement ne souffre d'aucun doute au plan des aspects techniques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute qu'il y a un problème pour gérer les banques centrales. À partir du moment où on décide, vous voyez, de couper le lien ombilical dont cet instrument, moi j'ai appelé ça l'aide liée. Vous avez l'impression que la gestion des banques centrales est l'un des obstacles, est considérée comme un obstacle? Non, je suis en train de dire que le savoir-faire... Parce que Bidou Nissak faisait allusion tout à l'heure au fait qu'on ne puisse pas avoir un problème au niveau de l'expertise et des compétences nécessaires. Absolument, c'est ce que j'ai dit. Si on a 39 banques centrales, autres que la BEAC et la BCAO et la Banque du Comore, ça veut dire que les Africains... Il y a même 9 banques centrales qui ont leur propre usine de fabrication de billets, dont ils n'importent rien. Vous voyez, donc ce n'est pas la question technique, la question technologique ne se pose pas. Et c'est pour ça qu'on considère que cette trajectoire qui est tracée par les Africains exclut toute intervention des colons. Vous avez écouté le président de Guinée, oui, en parlant aux Français, mais le discours là, il peut paraître un peu général, mais il s'applique à plusieurs cas, notamment celui de la zone franc, parce que c'est un frein à l'intégration. Voilà, dès lors que nous voulons aller à la Banque centrale africaine, vous avez la BEA qui va venir s'asseoir aussi, la BCA va s'asseoir. Ça veut dire derrière, vous avez la France aussi assise. Vous comprenez? Et à la limite, nous allons dire les banques centrales, aujourd'hui, dont on parle, ne fonctionnent pas avec les techniciens français. Vous pouvez faire la visite à la BEA. Tout à fait. Tous les cadres, c'est tous des Africains. Le seul truc qui est là, c'est que c'est la France, vous voyez, comme on disait, en termes d'intelligence économique, c'est structuré de façon à ce que cette zone est rentable. La rentabilité de la zone est calculée. Je dis quantitativement. Ce n'est pas la théorie. Ici, on raisonne toujours en faisant les calculs partiels. Là-bas, on évalue la rentabilité de la zone franc. Et le franc ayant disparu, vous comprenez, le nom même de zone franc, le franc a disparu. Vous avez vu que la France se battre durement pour obtenir l'accord avec l'Europe en 1998 pour qu'elle continue à avoir ses relations. Deux zones monétaires avec plus le Comore. Les Africains, les Européens disaient on ne veut pas entendre parler de ce truc. C'est là que la France a dit non, ce ne sont pas des accords monétaires. Voilà. C'est des accords budgétaires.
Vous voyez la sémantique. Et là, vous voyez bien que la France utilise les instruments d'intelligence économique. C'est-à-dire, c'est vraiment, en termes techniques, elle vous fait apparaître un certain nombre de variables d'intérêt et tout ça. Mais techniquement, elle sait que ça, c'est un actif majeur pour elle. Donc, d'où la nécessité, comme le disait le docteur Simodion, de sortir peut-être du débat technique. C'est pour ça que vous n'allez jamais sur le débat technique. Je vous ai dit que la question là n'est pas une question de technicité. Si vous voulez créer une banque centrale, vous l'avez créé. On a créé le Soudan du Sud. Récemment, un État, je ne sais pas, ça fait combien d'années, hein? Ils ont leur banque centrale. Comment vous croyez que créer une banque centrale, c'est une magie? Alors, le métier le plus difficile dans un État, c'est l'armée. Parce que là-bas, les gens peuvent perdre leur vie. Mais les banquiers assis dans les trucs vraiment capitonnés, les fauteuils capitonnés. Vous n'allez pas vous faire que des amis. Non, ce n'est pas compliqué. Est très proche des banquiers. Oui. Et donc, vous voyez la trajectoire de la Renaissance africaine, c'est-à-dire elle est en mouvement. Et personne ne peut plus l'arrêter. La trajectoire est en mouvement. Oui. C'est-à-dire la trajectoire vers la Renaissance. Elle est inarrêtable. Alors, et le rythme, vous voyez, le rythme va dépendre des actions que nous allons poser. C'est pour ça que les initiatives de mobilisation concernent aussi les Africains. Ils ne sont pas, c'est-à-dire ils disent que c'est la France, mais ils parlent aussi aux Africains. Surtout. Parce que en disant que mais on tape en disant les Français machin et tout ça, mais attention, c'est nous qui parlons. Ce ne sont pas les Français qui parlent. Tout à fait. Ce qui fait qu'on parle d'abord à nous-mêmes. Aux Africains. Voilà. Ça c'est d'ailleurs les aspects cachés de notre communication. Oui, dans ce sens-là, je pense que nous, on doit montrer qu'à partir du moment où on est dans la trajectoire qui est tracée, la France a les jours qui sont comptés. Et au niveau du mouvement mondial, parce que ça c'est quelque chose d'important, le contrôle de la production de la richesse mondiale ne sera plus dans les années à venir en Europe. Et même la France que vous citez, 5e puissance, je ne sais pas quel chiffre vous utilisez. Si vous utilisez la parité de pouvoir d'achat, qui nettoie. Ce n'est pas la parité du pouvoir. Voilà, si vous utilisez ça, la France est maintenant à prix d'une 10e. Parce qu'elle n'est plus 5e puissance. C'est-à-dire que si même les gens pensent qu'ils vont compter sur la France, vous voyez, ils se trompent. Et c'est pour ça que nous n'avons plus aucun intérêt à penser que nous allons gagner quoi que ce soit, vous voyez, en maintenant ce type d'instrument, ce type de connexion avec la France. Voilà. Et sachez que c'est toujours la France qui a toujours structuré les accords, les clauses. Alors, la manière de présenter ça, ça n'a jamais été nous. Oui. Et notre volonté devra être celle simplement de dire que les accords sont désuets. Vous voyez, c'est totalement purement et simplement. Et donc, nous devons passer, vous voyez, à contrôler comment est-ce qu'on va gérer nos banques centrales. Donc, dans la terminologie, le fait de dire sortir, vous voyez, sortir est un mot qui n'est pas approprié. Okay. C'est la France qui doit sortir. Absolument. C'est la France qui quitte nos actifs. Alors, vous voyez un peu. Alors, Babi Sakane a dit la trajectoire est tracée et elle est inarrêtable. Oui, là c'est sur le plan, c'est sur le long terme. Voilà. Alors je fais une prospective du court terme. Voilà. Pour compléter effectivement cet élan de transformation mentale et de prise en main de nos destinées par nous, les Africains. Alors, quelque chose se passe dans la zone de la CEDEAO et qui est intimement lié au destin de la zone franc. Au début des années 2000, les pays de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les 6 pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres de l'UEMOA, le Nigeria, la Gambie, le Libéria, le Ghana, etc. Donc ces pays ont décidé de mettre en place une monnaie pour la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, dans un premier temps. Et puis, pour un deuxième temps, au début de l'année 2020,
de fusionner cette monnaie qui a d'ailleurs un nom, l'éco, avec, les pays, avec une autre monnaie qui sera créée par l'UEMOA. Donc, le plan, c'était au début des années 2000, créer une monnaie intermédiaire, l'éco, et ensuite l'étendre à l'UEMOA pour qu'en janvier 2020, on ait une monnaie qui couvre toute la CEDEAO. Le projet a été reporté en 2003, une première fois, une deuxième fois en 2005, une troisième fois en 2009. Et puis en 2014, à la veille de son implémentation, les pays de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest se sont rendus compte qu'il serait erroné de lancer une monnaie intermédiaire parce que cela serait une marque, cela pourrait faire paniquer les investisseurs qui auraient à perdre leur confiance parce que la monnaie c'est aussi un instrument de réserve de valeur et qui iraient déposer leurs actifs dans d'autres espaces monétaires. Ils ont donc décidé d'annuler l'étape intermédiaire, c'est-à-dire créer une monnaie pour les 6 pays de la ZMAO. Et le dernier délai donc qui a été décidé cette fois-ci, c'est le 1er janvier 2020, avec la création de cette monnaie, définitivement avec les 15 pays de la CEDEAO. Donc, c'est sur la base de cet élément que nous allons faire une prospective de court terme. En disant ceci, si jamais ce projet aboutit, parce qu'il est possible qu'il n'aboutisse pas, qu'il soit aussi reporté à plusieurs reprises. Donc, première hypothèse, si jamais le projet de la monnaie unique de la CEDEAO aboutit, la zone franc se trouvera en 2020 dans 3 ans amputée de 112 millions d'habitants et de 88 milliards de dollars de PIB. Il resterait tout simplement 44 millions d'habitants en Afrique centrale et puis 800 000 habitants en Afrique de l'Ouest. C'est déjà, comment dire, une réduction significative de l'influence que la France veut exercer. C'est aussi une réduction significative de la rente que la France veut prélever sur les actifs de tous les pays qui font partie de cette zone monétaire. Donc cela amènera la France à réagir en faisant des réformes habituellement cosmétiques, du genre peut-être changer le nom, ou alors adosser la nouvelle monnaie à un panier de devises. Voilà. C'est des réformes qui sont envisageables. De toutes les façons, en 2013, la commission Védrine-Zinsou avait déjà sorti un rapport qui comportait une quinzaine de recommandations, dans lesquelles 2 recommandations attiraient mon attention. Il s'agissait justement d'amener la France. C'était à l'initiation de Pierre Moscovici, ministre des Finances de l'époque. Hubert Védrine et Lionel Zinsou demandaient à Bercy de changer le nom du franc CFA parce que le nom était un préjudice pour la France. En deuxième position, Hubert Védrine et Lionel Zinsou demandaient à la France d'élargir la zone monétaire du franc au Ghana, à la Sierra Leone et puis au Libéria. Vous voyez le rétropédalage, au moment où les peuples sont en train de travailler pour sortir de ce qu'ils considèrent comme une servitude. Là-bas, l'intelligence économique consiste plutôt à élargir la servitude. Ça veut dire qu'il y a un intérêt palpable qu'on veut préserver, qu'on veut accroître, qu'on veut multiplier. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que la monnaie unique de la CEDEAO échoue, ou alors soit reportée indéfiniment. Parce que ça aussi, c'est possible. L'intelligence économique adverse peut manœuvrer pour que le projet traîne indéfiniment. Et si c'est le cas, eh bien, le rapport de force ne va pas changer et rien d'autre ne changera, puisque tant que le rapport de force est en faveur du belligérant de Bercy, eh bien, Bercy s'arrangera toujours pour qu'on ait l'impression que c'est les Africains qui veulent que la zone franc se perpétue. Donc, qu'est-ce qu'il reste donc? Il reste donc la question que vous avez posée, à savoir, est-ce que les Africains ont les moyens? Je dis oui. Les Africains doivent travailler pour inverser les rapports de force. Ils doivent se mobiliser, ils le font déjà, ils doivent investir le discours, ils doivent investir la terminologie. Il faut qu'ils utilisent une terminologie appropriée, un jargon qui ne soit pas du domaine technique, comme on a dit, on est tombé d'accord que le débat technique ne peut pas être remporté. Le débat idéologique est quelque peu facile à discréditer parce qu'on dit, bon, vous êtes tout ce qui compte chez vous, c'est la souveraineté, mais ce n'est pas la souveraineté. D'ailleurs, si on vous donne la monnaie, ou alors si vous avez une monnaie avec le niveau de corruption que vous avez, vous n'allez pas vous en sortir. Donc ça, c'est des débats qui traînent à longueur de journée. Il faut rapidement passer au débat stratégique et puis au débat ontologique. La stratégie, c'est la marge de manœuvre. Au fur et à mesure que nous avançons, il faut identifier, mobiliser et instrumentaliser toutes les marges de manœuvre possibles pour nous conduire vers la libération monétaire.
Et le débat ontologique aussi, enfin, c'est celui qui nous interpelle à dire quelle est notre place dans le monde. Est-ce que nous sommes des esclaves consentants? Certainement pas. Des acteurs qui veulent prendre leur destin en main. À la réponse à ces deux questions, nous permettront de résoudre la question stratégique qui est d'accroître notre marge de manœuvre. Je vous confesse que les téléspectateurs et moi-même attendons que vous trois ici apportiez des réponses à cette question. Votre schéma, votre scénario me semble fortement plausible, sauf que il repose sur un si important. Oui, c'est la prospective. Et nous savons tous qu'avec des si, on irait faire du ski au Sénégal. Disons que la prospective, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas la divination. Oui, mais cette prospective-là, reposant sur un si énorme, comme vous l'avez dit, la création d'une monnaie unique pour la zone UEMOA, il a été renvoyée 4 ou 5 fois, avec une possibilité qu'elle le soit une nouvelle fois, c'est quand même une prospective assez handicapante, me semble-t-il. Non, si vous permettez, Maël, j'ai fini en insistant sur ce que nous pouvons faire pour hâter le processus, c'est-à-dire mobiliser nos forces pour inverser les rapports de force. D'accord, on parlera de mobilisation. Je note ça tout de suite pour ne pas oublier. Vous prenez la parole, je reviendrai sur la mobilisation dans quelques instants. Encore, je voulais dire que lorsque Simo Diom parle lorsqu'il utilise le si, c'est la locution convenue pour faire de la prospective. On ne peut pas faire autre chose que ça. Si on veut parler d'un futur qui n'est pas encore, sur le principe, inscrit dans le présent, par définition. Si on regarde aussi le fonctionnement actuel de la BEAC et de la zone CEMAC, vous voyez que j'ai employé le si, on constate que le volet concernant la politique monétaire, parce que quand j'ai entendu dans un élément qui nous a été fait, qui est passé tout à l'heure en reportage, que ce n'était pas que le franc CFA était une monnaie comme toutes les autres. Mais justement, il n'est pas une monnaie comme toutes les autres. Et au-delà de ça, à un moment on a rappelé que bon, c'est Babi Sakana qui le rappelait fort à propos, que les gens ont l'impression que c'est un débat dans les nuages, parce que bon, on ne voit pas trop les gens qui meurent, on ne voit pas trop la... Alors les gens ne se rendent pas compte que les finances publiques d'un État, si on prend le fonctionnement actuel de cette zone-là, la BEAC, les finances publiques des États qui utilisent le franc CFA sont structurellement, on va dire, enchaînées. Simplement parce que, concernant le volet monétaire, vous savez, le principe chez les banquiers, je crois que vous nous avez dit que le frère Simon en est proche, le principe chez les banquiers, c'est que c'est la demande qui détermine la production ou, si vous voulez, la mise à disposition des ressources monétaires. Or, chez nous, vous voyez que ce n'est pas le schéma qui s'applique. Et ce n'est pas parce que les opérateurs ne présentent pas les garanties suffisantes. Non. C'est parce que structurellement, il y a déjà des plafonds qu'on ne peut pas franchir dans, par exemple, les activités liées au financement de l'économie. Mais par contre, vous verrez que dans le cadre des crédits à la consommation, les garanties qui sont exigées dans ce cas-là sont plutôt... Il y a des modalités qui sont plutôt souples. Et donc, quand on étudie les crédits, par exemple, liés à la consommation, on suit le filon et on aboutit au marché européen qui, en vérité, capte tout cet argent-là, c'est-à-dire quelqu'un qui a un salaire ou qui a bénéficié d'un crédit, un crédit consommation peut-être pour l'ameublement de son domicile, pour les matériaux qu'il utilisera dans le cadre de cette opération, seront probablement fabriqués dans des proportions de 90 à 100% ailleurs que sur le marché national. Mais attention, il y a une autre dimension encore plus pernicieuse. C'est que quand vous regardez le fonds d'opération, on demande aux États qui ont le franc CFA en usage d'y centraliser 50% de leurs opérations de commerce international. OK. Mais il y a une quote-part qui constitue des fonds hors compte d'opération. Et à ce moment-là, les États ayant en usage le franc CFA, il y a une disposition qui dit, dans les conventions bandites qui ont été signées, il y a une disposition qui dit ces fonds ne peuvent être investis prioritairement que dans des économies gradées AA. En d'autres termes, les fonds hors compte d'opération constitués par les devises des États africains ne peuvent pas être empruntés par ces États-là les premiers en plus. Un autre élément, c'est que les droits de tirage spéciaux, qui sont finalement ce qui permet aux États de parler avec autorité lorsqu'ils sont au FMI,
Les droits de tirage spéciaux des États qui utilisent le franc CFA sont cédés dans leur exploitation à la BEAC, qui, elle, bien sûr, dans son comité directeur et tout le reste là-bas au niveau du conseil d'administration, a 2 administrateurs français, qui, eux, viennent du pays où la réelle politique monétaire est définie. Conséquence, quand la France s'assied au FMI, elle a d'abord ses DTS, ses droits de tirage spéciaux, à elle, et elle rajoute sur la table les droits de tirage spéciaux de tous ces pays qui ont en usage le franc CFA. Imaginez l'impact diplomatique d'une telle capacité d'influence. Et elle ne va pas se gêner à l'utiliser. C'est des aspects qui, aujourd'hui, sont là et font en sorte que le volet, par exemple, de la politique monétaire, n'étant pas celui dans lequel notre souveraineté s'exprime, ne serait-ce qu'en dose homéopathique, ça fait que si vous voulez, dans votre pays, développer le champ de l'industrialisation, je prends un exemple au hasard, et que vous avez des projets porteurs qui sont tout à fait bancables selon leur business plan, vous ne pourrez pas les financer parce que vous n'aurez pas la production de ressources monétaires suffisantes au financement de ce projet pourtant porteur. Donc, et à ce moment-là, c'est le caractère ontologique de ce qu'il évoquait tout à l'heure, c'est que vous avez donc des générations entières d'Africains qui sombrent dans un désespoir en imaginant qu'ils sont les responsables de cette inaptitude, alors qu'ils la subissent en fait. Ce qui m'amène donc à la question que je voulais poser tout à l'heure relative à la mobilisation à laquelle Simo Diom faisait allusion tout à l'heure. La mobilisation passe forcément, et on l'a évoqué avec Babi Sakana, qui disait qu'il faut d'abord que les gens prennent conscience de la bataille à laquelle ils sont confrontés. Absolument. La mobilisation, me semble-t-il, donc passera logiquement, d'abord, j'ai pas envie d'utiliser le terme recyclage de mentalité, ça me semble péjoratif, mais par une sorte de formation d'abord des gens. Ou de mise à niveau. Oui, voilà, ça me semble plus parce que les gens ont des compétences dans des domaines et souvent ces compétences ne sont pas complétées. Parce que et c'est là la question aujourd'hui, comment faire en sorte que l'élite africaine, intellectuelle africaine et la diaspora à laquelle vous faisiez allusion en début d'émission, comment faire en sorte qu'ils prennent conscience de cette bataille et qu'ils prennent conscience de l'engagement qui est attendu de... La question concerne tout le monde. À qui veut prendre la parole? D'accord. Le problème, c'est que, quel que soit le niveau de prise de conscience, il y a des acteurs qui décident. Vous voyez, il y a des acteurs qui concourent, qui influencent la décision. Il y a des acteurs qui informent la décision. Dans notre dynamique où on est, comme c'est des actes politiques, ce sont les dirigeants. Comme c'est des actes politiques, ce sont les dirigeants politiques en fait, qui décide. Au moment de dire que nous changeons ceci, on peut consulter un technicien en lui disant quel est ton avis. Si tu ne travailles pas au ministère des Finances ou, je sais pas, la présidence, tu ne pourras pas participer directement à la manière dont la décision s'élabore. Vous voyez, parmi les acteurs que nous sommes, il y a les acteurs qui sont de la société, voilà, qui prennent position, qui essayent d'influencer, qui écrivent des livres pour que beaucoup de gens soient au courant et se disent que finalement, chaque fois que je vais arriver chez le ministre, je vais lui dire, mais monsieur le ministre, c'est quoi cette affaire-là? J'arrive chez le ministre des Finances, si plusieurs personnes lui rappellent que, mais c'est quoi votre truc là? Pourquoi vous n'arrivez pas à décider? Imaginez donc ce mouvement, vous voyez, de pression, parce que là c'est la pression sociale, c'est parce que les gens ont compris quelque chose et que ça vient pousser les dirigeants à se dire que tu veux passer, on te dit mais c'est quoi ces trucs? Et donc même celui qui est président, et là il y a un mouvement quand même qui va s'opérer, puisque les présidents qu'on a, quand vous avez un président qui a été aidé pour arriver au pouvoir, si vous amenez vos analyses techniques là, ben il va dire que bon, attendez avec ça. Parce que pour le moment, moi, je ne veux pas m'engager là. Ben voilà. Et c'est pour ça que la dynamique sociale, c'est-à-dire politique et économique, doit jouer un rôle important. Tu ne décides pas quand tu n'es pas convaincu. Même pour faire une transaction,
pour investir. Tu n'investis pas ton argent quand tu n'es pas convaincu que là où je mets là, je crois que je vais réussir. Mais si tu vois que tu vas jamais mettre ton argent. Ce qui fait donc que le mouvement qui s'opère, c'est celui de dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de technocrates. Dans nos administrations, c'est la question que poser. Qui faut-il convaincre en premier? La technostructure ou la masse? La dynamique, c'est que, comme vous voyez, si les politiques avaient le leadership, c'est qu'on n'en parle plus. C'est clair. C'est qu'ils avaient déjà décidé qu'on met fin. Comme ils ne prennent pas ce pas, on est donc obligé d'essayer de taper un peu partout. Même en mettant la pression dans le public, en parlant de français, on leur demande leur avis. Vous croyez que quand il faut résoudre les problèmes, on ne peut pas leur demander? Est-ce qu'on peut demander aux gens prenons l'avis d'un leader. Juste un instant, je vous interromps juste 2 secondes. Et on va réagir sur la vidéo du président Chirac, qui lui n'est pas M. Lambda, qui a quand même fait cause pour les pays africains en dénonçant clairement le franc CFA et en souhaitant que l'Afrique... Bon, on a dit qu'il ne faut pas dire sortir. Chasse. Oui, fasse partir le franc CFA. On écoute le président Chirac et on revient sur le plateau. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Alors, Babi Sakana disait tout à l'heure, parlant de Michel Sapin, que c'était un discours politique, politicien, de politicard. Politiquement correct. Monsieur Chirac, tombe la langue de bois. Est-ce qu'il fait du politiquement correct ou alors, comme le dit Bidounissa, il tombe la langue de bois? Et je crois que c'est un contretemps. Les diverses prises de parole officielles se démarquent généralement par le dilatoire. Parce que, comme je l'ai dit au début, la guerre économique, c'est l'expression majeure des rapports de force non militaires. Et personne ne vous dira, je suis en guerre économique contre la zone franc. Personne ne vous le dira. D'abord, pour la première raison, c'est que la théorie libérale, depuis 3 siècles, enseigne que les échanges entre les nations se fondent sur la paix, l'intérêt mutuel. Donc, du coup, de nos jours, ils sont de très grands économistes, de très nombreux économistes, qui dénient le concept de guerre économique et qui disent même d'ailleurs que c'est un pseudo-concept. Mais nous autres chercheurs, nous continuons de regarder et nous décryptons les déplacements des acteurs les uns sur les échiquiers. Bon, ce que nous avons vu là de la part de l'ancien président Chirac est un contretemps. Il a certainement embarrassé Bercy, l'Élysée et Matignon, qui auraient gagné à continuer à donner l'impression que la France accompagne les pays africains, que la France aide l'Afrique à avoir une économie stable. Parce que c'est ça la grande argumentation. Nous vous aidons à maîtriser l'inflation. C'est ça la grande argumentation. Mais voilà l'ancien président qui vient nous dire autre chose. C'est-à-dire, l'inflation dont on vous parle, en réalité, c'est du grand n'importe quoi. Oui, c'est ce qu'il nous dit là maintenant. Donc, il nous rejoint parce que nous avons dit que le temps est compté. Et maintenant, c'est des contretemps qui s'ajoutent au temps qui est compté. Ça veut dire tout simplement que si les Africains devaient écouter Nicolas Sarkozy, qui a aussi pris la parole, je ne sais pas si cette vidéo sera regardée ici, oui. Jacques Chirac, qui devait écouter Marine Le Pen, qui devait écouter Gabriel Massot, qui devait écouter Olivier Moukourang, qui devait écouter tous ces économistes, des anciens de la Banque centrale, de la Banque française, des anciens du Fonds monétaire international, des historiens. Ils sont très nombreux à demander une sorte de rapport plus juste avec la zone franc. Donc, le contre-temps vient nous conforter dans l'idée que si nous travaillons en Afrique à libérer nos énergies, à accroître nos marges de manœuvre, eh bien les rapports de force peuvent bouger. Et c'est la seule condition pour que
nous puissions obtenir le départ de la France de la zone franc, parce que c'est notre zone, c'est notre zone monétaire, elle ne s'appellera pas la zone franc. Nous lui donnerons le nom que nous souhaitons et nous l'administrerons comme nous voulons. Nous commettrons des erreurs, nous en apprendrons et puis nous avancerons. Bidon Issa, avant le dernier tour de table. Alors, quand j'ai écouté Jacques Chirac, je souris parce que personnellement je ne l'ai pas attendu et je trouve que c'est de nul intérêt parce que Tchéndjian Pouemi, en ce qui nous concerne ainsi que d'autres, avait tiré la sonnette d'alarme de la manière la plus opportune et la plus appropriée. Et je me méfie de certains travers qui visent à nous faire justement toujours guetter dans le regard français l'étalon de mesure, puisqu'on parle de monnaie, cette monnaie morale qui va venir nous dire vous valez sur une échelle de 1 à 10, vous êtes dans la pertinence, vous ne l'êtes pas. Je le dis le plus poliment, je me passerai de l'opinion du président Chirac. Cependant, l'usage que je ferai de ce qu'il a dit, c'est de souligner, et je l'ai fait sur un bout de papier que j'ai là, les expressions qu'il emploie. Il dit c'est une question de bon sens. Il ajoute non pas de générosité, mais de justice. Et lorsqu'il le dit, il est clairement en train de dire ça ne nous appartient pas. Ce que je vous demande de rendre, c'est pour cela que ce n'est pas de la générosité, messieurs. C'est un dol que nous avons opéré. Et aujourd'hui, ceux qui en ont été les victimes, pas résignées, parce que nous nous sommes toujours battus. Quand je disais tout à l'heure que le champ de bataille pour nous se situe sur le plan moral, c'est parce qu'en droit et en légitimité, nous avons toujours résisté à l'oppression française dans ce pays. C'est le pays de Oumniobé, de Moumié, de Wandje. Il faut rappeler que Oumniobé, c'est devant la tribune des Nations Unies qu'il a arraché notre indépendance et qu'il a fait partir déjà la France politiquement, même si celle-ci a opéré, a procédé à un glissement qui a visé à mettre en place des éléments au niveau humain qui allaient se recycler dans la perpétuation de la politique coloniale antérieure. Je disais, c'est malgré tout, dans le cadre qui est celui présent, l'expression de ce triomphe moral qui nous a permis, je disais, devant la tribune des Nations Unies, d'avoir gain en droit devant la France. Et c'est toujours sur ce plan moral et juridique que nous aurons droit et nous aurons gain devant la France, simplement parce que si vous vous souvenez, on va faire un peu de littérature, ce ne serait pas mauvais, si vous vous souvenez du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire et ce qu'il dit d'une civilisation qui érige le colonialisme en principe de fonctionnement, il dit qu'elle est décadente. Et il l'avait vu bien avant nous. Cette décadence-là, nous offrons une planche de salut à la France quand nous lui proposons d'agir, voilà, en adéquation avec la morale qui semble être inscrite dans la bannière qu'elle présente partout, la terre des droits de l'homme et j'en passe, tous ces principes qui sont vides de sens dans la praxis quotidienne. On lui tend une perche pour qu'elle restaure sa dignité, eu égard à ce qu'elle a commis en termes de dégâts au plan économique, monétaire et financier dans la zone. Messieurs, vous avez des vues convergentes sur le combat, sur les scénarios de dénouement, mais en avez-vous sur l'épilogue? Comment ça se termine? Non, Babi Sakana. Vous savez, quand tu es propriétaire, en général, si quelqu'un entre dans ta maison, tu veux que quoi? Qu'est-ce qui gagne à la fin? C'est-à-dire que ça dépend là encore du rapport de... Non, c'est-à-dire que, parce que je te parle de ton... Parce que ici, la France ne va plus jamais revenir. C'est vrai, on peut dire que, bon, peut-être dans 100 ans, le monde va se renverser, nous allons peut-être tous devenir, je ne sais pas quoi, pourquoi on nous recolonise encore? Mais le scénario... Il est un scénario absolument clair. C'est que si la France était stratège, c'est-à-dire que si elle raisonnait comme un créateur de valeur, je dis de richesse, hein, elle serait la première à dire que, écoutez les gars, this is the past.
cette instrumentation-ci n'est plus moderne. Yes. Je ne peux plus continuer à gérer les principes qui ont été instaurés en 2020. Il faut que vous puissiez gérer vos affaires. Ça, c'est le stratège. C'est-à-dire que si tu raisonnes sur le mouvement du monde et tu regardes que je ne veux pas me cramponner sur quelques pays africains en pensant que c'est là que je veux faire mon avenir. Vous voyez, c'est un peu le sens. Oui, mais cette hypothèse a été écartée par Maurice Simon Diom tout à l'heure. Non, il a parlé de prospective à court terme. Non, bien avant, quand il parlait justement de la France, et lui suggérait, disait qu'il y a la possibilité que la France, elle, arrête définitivement ce retire. C'est ce que j'ai dit donc, comme elle n'est pas stratège. Ah, d'accord. Parce que ça dit qu'un pays stratège, c'est celui qui, en fait, anticipe sur les événements. Ouais. Maintenant, c'est que Chirac dit... Les Anglais sont un bel exemple. Lui, oui, naturellement. On rappelle de ce que... Tout à fait. Ce qu'il s'est fait bonne conscience maintenant, là, il a été président de la République. Hein. Bah ouais. Il aurait pu dire, écoutez les gars, c'est fini, là, arrêtez ce truc. C'est le même qui a dit que la démocratie était un luxe pour les Africains. Voilà. C'est le même qui parlait, là. Pour moi, comme il disait là, je ne suis du tout pas impressionné par les conseils qui viennent de la France. C'est-à-dire que ce soit en termes de, stabilité, tout ça, je n'ai vraiment pas cru. Chez moi, sur la question monétaire, c'est une question principielle. Ce n'est pas une question de que économie, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. C'est que si je suis un État, je dois avoir ma monnaie et je dois la contrôler. Point à la ligne. Donc l'épilogue, c'est que... L'épilogue, c'est que la France va se retirer. Vous voyez le discours qui est prononcé, dit sortir. On ne sort de rien. Nous avons nos avoirs qui sont placés en France. C'est nos avoirs extérieurs qui sont dans le compte d'opération. Ce ne sont pas les avoirs français qui sont chez nous. Les banques centrales sont nos banques centrales, c'est-à-dire nos bâtiments. Les actionnaires sont les actionnaires africains. Les Français viennent seulement abuser de ces affaires. Ils viennent s'ingérer, vous voyez, dans nos affaires en utilisant les filons de l'intelligence économique, les vieux filons. Et maintenant, il s'agit pour eux de sortir. Ce que nous disons, c'est que le plus tôt pour eux, c'est le mieux. Parce que s'ils attendent que les gens plus rigoureux arrivent, non seulement on va les faire partir, mais on va calculer toutes les pertes qu'on a subies sur le placement de nos avoirs à des taux résiduels. On va calculer les vrais taux pendant toute la durée que les Français ont abusé de nos avoirs et ils vont payer. Là, ça ne sera pas des calculs financiers clairs. Parce que vous savez que les avoirs placés, les 50%, c'est rémunéré au taux marginal de la Banque centrale européenne. De la BCE. Actuellement, c'est 0,25%. Ah ouais. Aucun État normal ne peut considérer qu'il peut mettre ses avoirs quelque part. On lui donne cette rémunération. Donc cette spoliation que la France fait, j'ai dit que plus ils anticiperont, tu vois, pour sortir, mieux ça vaudrait pour eux. Parce que si ça se passe au moment où des dirigeants plus rigoureux arrivent, on va demander, non seulement on dénonce l'accord, mais on fait l'audit, c'est-à-dire on commande audit international pour vérifier comment les choses ont été gérées et que l'abus, le transfert indu d'avoir ou de ressources qui a été opéré en finançant le budget français par nos avoirs, on va le restituer parce que c'est une question de justice. Comme ce que Chirac disait. Et la justice est requise par... Si, ce ne sont pas les Français qui vont demander la justice. C'est nous qui allons demander que sur ce point... fixer les modalités. Oui. Ah, si. Et vous comprenez. Et donc, pour moi, nous sommes du bon côté. Nous avons toujours été du bon côté. Cet épilogue... Et donc, ça va forcément bien se passer de notre côté, puisqu'on n'a rien à perdre. Les gens qui ont à perdre, d'abord, les administrateurs français vont rentrer. On ne les verra plus dans nos conseils d'administration. Ceux qui sont membres des comités politiques monétaires, ils vont rentrer. Et nos avoirs extérieurs vont revenir
Regardez le mouvement. Nous, on est sur place. Ouais. Nos fonctionnaires, est-ce qu'ils vont en France? Est-ce qu'ils vont travailler au Trésor français ou à la Banque de France? Non. Donc la question pour nous, il est une question claire et dont le dénouement va forcément être à notre avantage. C'est pour ça qu'on demande que les Africains qui soient calmes. Et puis qu'ils soient conscients que c'est nous qui décidons. Et surtout qu'ils rentrent dans... Ce n'est pas la France qui décide. C'est-à-dire, s'ils décident avant, c'est que vraiment ils sont stratèges. C'est-à-dire, ils anticipent. Mais s'ils attendent ça risque très mal que nous décidions, à ce moment-là, on va tirer les conséquences vous voyez, et surtout tirer l'ardoise. Cet épilogue vous semble-t-il plausible, docteur Simodi? Je souscris à cette analyse et il me reste à aller un tout petit peu au-delà parce que nous parlons de la guerre monétaire et nous sommes convenus que ce n'est qu'un aspect de la grande guerre économique dans laquelle nous sommes embarqués volontairement ou involontairement parce que une fois que nous sommes inscrits dans la compétition internationale, une fois que nous construisons des ports pour faire du commerce, des ports en eau profonde pour faire du commerce. Une fois que nous signons des accords de partenariat économique, nous devons comprendre que les rapports de force aujourd'hui sont ce qui détermine la victoire ou la défaite des nations. Cela dit, il faut, au-delà de la réflexion sur la guerre monétaire actuelle qui se déroule dans la zone franque, nous devons penser à domestiquer, à comprendre et puis à faire nôtre le paradigme de la guerre économique. Parce que les nations qui seront les plus compétitives, qui sont les plus compétitives et qui seront les plus compétitives sont celles qui mettent en place de bonnes stratégies pour mener la guerre économique. C'est la guerre qui se déroule sur le plan économique et non militaire, mais qui a des enjeux de puissance politique. Donc nous devons avoir à l'état d'aujourd'hui des stratégies de protection, des stratégies de contre-influence, parce que nous subissons cette domination historique d'une puissance qui utilise notre vulnérabilité, notre fragilité. Il est donc question d'interroger cette vulnérabilité et cette fragilité pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre dans laquelle nous jouons toujours le rôle de victime consentante. Et je parlais tout à l'heure de la guerre des terres. Dans 20 ans ou dans 30 ans, il n'y aura plus de guerre monétaire de la zone franc. L'épilogue sera déjà arrivé, mais il y aura une guerre des terres. Progressivement, les pays africains vont se retrouver avec 75-80% de leurs terres arables entre les mains des multinationales occidentales. Et en ce moment, on risque de se retrouver sur cette table en train de parler de la guerre monétaire des terres arables, alors qu'il était temps, longtemps auparavant, de faire de la stratégie, de faire de la prospective pour éviter que la guerre lente se transforme en guerre rapide. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans 30 ans, je pense que je serai en retraite. Je serai en retraite. Le Seigneur m'accorde de vivre. Mais oui, ça pour sortir. La question sur l'épilogue aussi? Oui, oui, sur l'épilogue, mais surtout, oui. On a eu, pour le seul premier trimestre de l'année 2017, 3 grosses mobilisations que nous avons évoquées en début d'émission. Oui. Next Step. Avant de répondre à Next Step, avec votre permission, je vous en prie. Je suis un activiste, je voudrais passer un message. Vous verrez, il ne vous embarrassera pas, rassurez-vous. Allez-y. Et pendant que ce message qui est simplement Free Ayapol Abine, Fontem, Agbo, Bibixi, and all the other arrested, qui concerne les manifestants qui, dans le cadre de l'expression de leur opinion sur la vision de l'État du Cameroun au plan démocratique, se sont fait arrêter arbitrairement. J'assiste à leur procès au tribunal militaire à chaque fois, toute leur comparution, ainsi que celle de l'avocat général auprès de la Cour suprême, Ayapol Abine. Leurs droits sont violés de la plus arbitraire des façons. C'est choquant, c'est injuste. Il faut s'indigner et dénoncer cela. L'épilogue, c'est la victoire de ceux qui combattent les manifestations contemporaines de l'oppression néocoloniale française, notamment à travers le franc CFA. Il y a un livre qui est un livre extraordinaire, qui s'appelle L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane,
Et la trame de l'aventure ambiguë, si vous vous en souvenez, c'est faut-il envoyer les enfants à l'école du blanc ou non? Et c'est la Grande Royale qui finalement décide. Et la Grande Royale a cette figure qui est si forte, elle dit, nos enfants, on doit les imaginer comme les meilleures graines qui résultent de notre récolte. C'est les meilleures graines, en effet, qu'on met de côté pour pouvoir de nouveau ensemencer le sol et attendre d'autres récoltes plus abondantes encore. Et elle dit, nous devons accepter que l'école de l'Occident tue en nos enfants, ce sont ces mots, ce que nous avons mis en eux de plus précieux, afin que germent de nouveaux bourgeons qui nous permettront d'aller capter le secret de l'Occident, qui est l'art de vaincre sans avoir raison. Et nous sommes dans l'ère où cette prophétie, finalement, s'accomplit. Parce qu'aujourd'hui, les ressources humaines africaines sont dans le moment de la prise de conscience et de la libération de l'oppression mentale. C'est la dernière étape, c'est l'ultime étape. Et une fois qu'ils l'auront faite, j'ai envie de dire aux Français, trop tard. Vous pourrez faire de la prospective sur les sages conseils de Babi Sakana, si vous avez l'intelligence d'y songer, mais c'est trop tard. Il y aura dans tous les cas de figure un audit du compte d'opération, des placements qui ont été effectués durant la durée de son existence, que ce soit in, compte des opérations, ou out, compte des opérations. Et cet audit, nous ne pouvons pas en faire d'économie, parce qu'il va nous offrir un outil puissant d'influence sur le destin qui sera le nôtre. Parce que disposer d'une créance aussi lourde à l'égard d'un débiteur comme la France, croyez-moi, je vois tout le plaisir que pourront avoir ceux qui auront la charge ou d'orienter politiquement ou économiquement le destin de certains États africains, sinon tous à travers l'État fédéral panafricain dont nous rêvons. Je pense donc que aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous avons placé le curseur à travers nos mobilisations sur le plan moral, eh bien, qui ne s'inquiète pas, au plan diplomatique, juridique, politique, ça vient, et ça vient très fort derrière. Et je constate aussi que le franc CFA, finalement, ce n'est pas un franc CFA exit, ou un franc CFA exit comme j'appelle, ou un exit franc CFA, c'est plutôt un out franc CFA, ou un franc CFA out. Et donc, la prochaine étape, croyez-moi, vous allez en avoir pour votre, comment je vais dire, vous serez satisfait de ce qui se passera, parce que si on se situe dans la perspective stratégique, vous imaginez bien qu'il vaut mieux ne pas révéler aux futures cibles les actions qui sont prévues, mais elles seront comme les précédentes, matinées d'intelligence, de responsabilité, de non-violence et d'un petit grain de génie et d'inventivité qui pour nous structure nos actions à chaque fois. Merci infiniment, messieurs. Merci beaucoup d'avoir, à travers vos éclairages et vos analyses, apporté une grosse contribution à ce débat.